Alors, Nadia Nathan, donc moi je suis pneumopédiatre dans le centre Respirare à l'hôpital Trousseau. Je m'occupe aussi de cet aspect des fiches maladies rares, de leur remontée vers la BNDMR et de la coordination sous tout cet aspect-là concernant les différents centres qui constituent Respirare. Edwin. Bonjour, donc Lidwine Vémo, je suis pneumologue adulte à Lille, dans le centre de référence constitutif des maladies pulmonaires rares de l'adulte. Effectivement, j'ai été pas mal impliquée sur le déploiement de Bamara au sein du centre. Marianne. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Marianne Rioux, je suis également pneumologue et je suis responsable du centre de compétences de l'hypertension pulmonaire à Strasbourg. Et effectivement, on a été confrontés avec ma collègue, le docteur Hirschi, qui est responsable du centre maladies rares, au déploiement de Bamara également à Strasbourg pour nos patients. Et Philippe? Donc Philippe Bognaud, je suis responsable du centre constitutif maladies pulmonaires rares de l'adulte à Dijon et du centre de compétences pulmotension à Dijon également. Donc nous, je peux peut-être d'emblée commencer sur notre vécu, sauf si... Ouais, je peux y aller, Olivier? Ouais. Oui, vas-y. En fait, nous, on n'a pas de lien encore entre le DPI et Bamara, hein, donc il faut tout rentrer en se connectant sur Bamara. Monsieur Sandra l'a dit, hein, ça va se faire dans l'automne. Hein, on attend une mise à jour de DXCare. Donc la problématique essentielle est le repérage quand même des dossiers pour être le plus complet possible. C'est un repérage des patients de consultation, repérage des HDSJ. Et alors pour ça, on avait déjà créé par le passé une UF spécifique pour arriver à les repérer, et c'est le DIM qui nous signale en fait tous les patients qui passent dans cette UF, et pour les hospitalisations complètes, on les repère par le PMSI. Donc ça reste quand même complexe, et puis après on rentre entre les docteurs et un arc, on essaie de rentrer avec du retard. On est tous un peu dans cette situation. Nous, on a la chance d'avoir pas mal d'aide au sein de la filière ici à Bicêtre, et donc on rattrape comme ça au fil de l'eau tous les malades qui arrivent dans le service. Alors nous, c'est beaucoup de malades. Nous, il faut imaginer, c'est à peu près une centaine de passages par semaine, hein. Donc pour une maladie rare, ça reste quand même énorme, hein, puisque c'est à peu près je dirais 70 hospitalisations et 30 consultations ou 40 consultations par semaine. Donc, c'est plus de 100 fiches maladies rares à remplir toutes les semaines. Donc, on a la chance d'être aidé par les personnels de la filière qui font un travail formidable. Mais ça demande quand même un petit peu d'intervention médicale pour certains aspects. Bon, avec Orbis, ça marche pas si mal, hein, je dirais. Et voilà, donc nous, on a complètement déconnecté tout ce qui est remplissage pour Bamara BNDMR, et puis pour ce qui est remplissage de notre registre, qui est un élément fondamental pour nos travaux scientifiques, comme plusieurs d'entre vous, en tout cas, ont déjà participé. Donc, nous, c'est deux aspects qui sont totalement séparés maintenant, puisque on n'a jamais pu finalement faire parler ensemble notre registre, ou un registre maladie rare assez exemplaire, je dois dire, et Bamara. Totalement séparé, Olivier, ça veut dire un double remplissage? Ça veut dire un double remplissage. Alors Bamara, nous on remplit le strict minimum, hein, c'est-à-dire que on remplit à partir de Orbis, les fiches Orbis maladies rares. Les fiches Orbis maladies rares, il n'y a pas grand-chose à rentrer, hein, si on reste au strict minimum. Les premières fois, ça va prendre peut-être 3 à 4 minutes. Les suivis de consultation ou d'hospitalisation, ça prend 30 secondes. Hein. Il y a vraiment 3 fois rien à rentrer. Et donc, ça, c'est quand même assez simple. Quand on utilise Orbis, on clique maladie rare. Maladie rare, la fiche, soit elle est déjà créée, soit elle ne l'est pas. Si elle est déjà créée, on a juste à remplir un suivi, hein,
et à l'historiser. Et ça prend rien de temps. Ça, je dois dire que nous, médecins, on est capable de faire ça. Pour les premières fiches, on est beaucoup aidé par les gens de la filière et vraiment, ça nous aide considérablement. Donc, après, notre registre, nous, on a notre façon de le rentrer. C'est soit les médecins, soit nos techs qui le remplissent et qui donnent des informations, parce que ça nous a toujours paru bizarre de rentrer, de mettre dans un même set de données finalement des malades qui viennent de l'hypertension pulmonaire, qui viennent de la fibrose, qui viennent des DB, comme on a vu tout à l'heure, enfin de toutes les maladies rares maladies pulmonaires rares, et finalement le set minimal de données, il va se résumer à des données essentiellement administratives ou de filières de soins, hein, mais pas tellement sur des données scientifiques qu'on peut utiliser comme nous on l'entend. Donc je ne sais pas comment ça se passe, peut-être à Lille ou à... Sur Orbis aussi, juste pour répondre Oui, un peu au commentaire de Philippe, on est sur Orbis. Je ne suis pas sûre que ça modifie franchement le temps passé pour remplir les fiches par rapport à Bamara, puisque de toute façon, ça ne se remplit pas automatiquement. Donc il y a un travail de remplissage, certes minimal, comme dit Olivier, mais existant malgré tout, même si on passe par le DPI. Donc nous aussi, ce sont les médecins qui remplissent les fiches maladies rares, et ensuite on a une aide de secrétariat pour ce qui est des suivis, parce que là c'est beaucoup plus standardisé. Mais pour les diagnostics, en pédiatrie, il y a beaucoup de diagnostics différents, et du coup c'est compliqué de se faire aider pour remplir le diagnostic. Ça ne peut être que le médecin référent du patient qui va être capable de déterminer quel est le diagnostic, quel est l'âge de début, etc. Donc, on n'arrive pas à se faire aider sur ce point-là, ou quand on a tenté de le faire, le remplissage n'était pas suffisamment optimal pour pouvoir être exploité et partir vers la BNDMR. Et pour les hospitalisations, vous faites comment? Pareil? Pour les hospitalisations, pareil, c'est le secrétariat qui remplit un suivi. Après que le médecin a déjà rempli la fiche de maladie rare. Lilouine, peut-être à Lille? Alors, nous, je dois dire que les choses ont été assez faciles, hein, parce que, enfin, je dis pas, non, mais parce que comme il y a beaucoup de centres de référence et de centres de compétences au CHU de Lille, il y a des gens qui s'en sont vraiment occupés. Enfin, c'est en ça que je disais que ça a été facile de notre point de vue à nous, au sens où, voilà, il y a eu un chargé à la direction des ressources numériques qui s'est occupé totalement, toute une équipe qui s'est occupée de ça. Et puis, comme il y a un référent de filière, la filière FAI2R, qui est le professeur Achula, là aussi, ils ont eu vraiment une équipe qui nous a aidés, en fait, qui a aidé. J'ai compté, il y a quand même 21 centres de référence à Lille et 64 centres de compétences. Donc, notamment, je pense que c'était très important pour les centres de compétences plus petits, de plus petite envergure, avec moins d'équipes, effectivement, pas d'arc, etc. Nous, c'est vrai il y a eu un effort commun, transversal, en local. Et je ne sais pas si ça a été pareil dans toutes les villes, mais dans tous les gros CHU, mais en tout cas pour nous, moi j'ai trouvé que c'était très appréciable. Donc, du coup, on parlait plus de spécialité, on parlait plus de filière, on parlait CHU et maladies rares au sein du CHU. Et ça, j'ai trouvé que c'est pour ça que je disais que c'était relativement facile, parce que en local, on a eu des aides. Voilà. Et puis vous avez bénéficié quand même de tout le travail qui a été fait, travail vraiment assez remarquable de la filière FAI2R avec Eric Achula, qui avait déjà pris un petit peu d'avance sur nous et qui a vraiment fait un travail tout à fait remarquable, et je pense que vous avez bien pu... Voilà, c'est pour ça que je disais que c'est ça. C'est que on a eu, nous, les retombées positives de tout le travail qu'il y avait eu avant par la filière et par la transversalité au CHU. Et donc, effectivement, très tôt, ils ont pris l'option de la connexion entre notre DPI, donc SIAGE, et Bamara. Bon, en tout, j'ai regardé un petit peu. Ça a quand même pris plus d'un an de retard, hein, entre les objectifs initiaux annoncés de déploiement et le déploiement effectif en janvier. Là, au 1er janvier, ils nous ont demandé d'être opérationnels pour le 1er janvier. Il s'est écoulé plus d'un an, hein, donc c'est pour ça que c'est attention. Hein,
C'est intéressant, justement. C'était l'une de mes questions à Monsieur Sandrin concernant les centres de compétences. Alors, soit il y a une organisation locale très efficace, comme ça a l'air d'être le cas à Lille, soit pas forcément. Est-ce qu'il y a une aide spécifique qui peut être déployée? Nous, en pédiatrie, je ne pense pas que les centres de compétences s'y soient mis particulièrement. Donc, quelle aide on peut leur proposer et quelle stratégie on peut imaginer pour aider au remplissage? C'est vrai que là-dessus, il y a certains CHU qui ont une plateforme d'expertise, enfin certains CHU, certaines régions, parce qu'il y a certaines plateformes d'expertise qui couvrent plusieurs établissements. Donc, il y en a 10 en France et elles ont dans leur mandat d'accompagner pas seulement les centres de référence, mais aussi et peut-être même surtout les centres de compétences qui n'ont pas d'autres ressources. Donc ça, c'est un moyen. C'est vrai que sinon, il y a peu de moyens. Après, je pense que le raisonnement est aussi que les centres de compétences ont une file active qui va être moins importante que les centres de référence. Ça reste toutefois, évidemment, de toute façon, un travail significatif. Le souhait d'entreprendre ce travail dépend aussi de la valorisation que l'on fait des données et de l'intérêt que l'on peut y trouver. Donc, vous évoquiez tout à l'heure les médecins qui remplissent les fiches, puisqu'effectivement, les items du bloc diagnostic, ils s'improvisent pas et on peut pas, c'est pas si facile que ça de définir précisément l'âge au premier signe, de définir le code Orphanet de la maladie, de définir les signes cliniques qui sont pertinents. Donc, tout ceci, je pense, peut être, à défaut d'avoir des bras pour forcément appuyer cette collecte, il y a l'intérêt que chacun peut y trouver dans le cadre d'études épidémiologiques et de la valorisation des données que j'évoquais tout à l'heure. Je crois qu'il y avait Céline là, de la filière là, qui voudrait intervenir sur l'aide apportée par la filière. Alors l'équipe de la filière, elles sont toutes ensemble. Oui, on a fait la brochette. Merci à vous pour ces échanges. Oui, alors le soutien de la filière, il est en effet très très ponctuel. Il vise à donner une impulsion dans les centres et à permettre une structuration, une organisation, un coup de pouce au démarrage. C'est sûr qu'on ne pourra pas faire cet effort-là financier tous les ans. Mais pour les 51 centres qui ont répondu à notre demande du mois de mars, nous avons alloué 10 000 € par centre de compétences. Donc, il y a quand même 42 centres de compétences qui sont financés. Et pour les 9 centres parisiens, c'est Sabrina, qui, comme à droite, je ne sais pas si vous la voyez dans le même sens, qui tourne sur les centres et qui fait les saisies sur les 9 centres parisiens parce que c'est toujours des difficultés de reversement d'argent intra-PHP. Donc voilà, nous, le soutien qu'on a mis en place, c'est ça. Après, vous avez Thelma Arcelin qui est tout à gauche là et qui est l'interlocuteur à privilégier, l'interlocutrice privilégiée pour tous les centres. Donc, tous ceux qui nous écoutent, qui ont des questions sur la formation à Bamara, elle est vraiment là pour ça. Les guides de codage ont été rédigés notamment par Myriam dans le cadre de l'action 1.7 sur l'errance et l'impasse diagnostique. On a un magnifique site internet, donc on est vraiment tout dessus. Avec une page sur les données de santé qu'on a essayé de simplifier au maximum, où vous retrouvez tout au même endroit, comment fonctionnent les saisies, les guides de codage, les coordonnées de tout le monde. Donc, nous, on fait le maximum possible pour vous accompagner. Encore faut-il qu'on sache que vous avez besoin d'accompagnement et ce qui vous pose problème. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et sur les 22 conventions de reversement, il y a déjà 9 établissements qui ont signé dans les deux sens avec la PHP. Donc, l'argent est parti en province pour avoir… généralement, c'est des arcs qui existent déjà, qui sont soit dans des pôles redéployés par les CHU, soit déjà dans des temps partiels sur les services et qui vont pouvoir avoir un temps de travail augmenté dans le CHU. Donc, Marianne avait demandé un soutien et il est apporté. Monsieur Bogno et pour Cécile Chenives sur Lille, il n'y a pas eu de demande particulière, mais voilà, selon les besoins des uns et des autres. Et la filière continuera l'accompagnement l'année prochaine et tout au long de la labellisation, bien sûr, peut-être plus avec les mêmes moyens financiers parce qu'on n'est pas forcément doté de reliquats tous les ans. Donc là, on solde les reliquats de la filière pour vous accompagner cette année.
C'est tout à fait précieux cette aide et en effet, mais c'est quand même dépendant de la demande d'aide. Donc il faut vraiment pas hésiter. Je pense à vous contacter l'une ou l'autre, Céline ou Thelma ou Sabrina, selon l'endroit où les centres sont pour réclamer une aide. C'est vrai qu'il y a des guides, c'est vrai qu'il y a le site, c'est vrai qu'il y a tout ça. Après, c'est dur hein, de s'y plonger. Et quand on a peu de patients à rentrer, ça demande encore plus de travail que quand on en a beaucoup parce qu'on prend une habitude et qu'on devient beaucoup plus efficient au fur et à mesure des fiches. Donc, les premières sont vraiment très, très douloureuses. Donc, il faut se faire aider sur les premières. Marianne, tu voulais rajouter quelque chose peut-être à Strasbourg, toi qui as bénéficié quand même de l'aide de la filière, je crois qu'elles t'ont... Elles m'ont formée, en fait. Oui, tout le monde t'a, Thelma, Myriel, tout le monde t'a beaucoup aidé. Enfin, donc, tu veux peut-être nous raconter ton expérience? Bah, nous, c'est vrai que nous, à Strasbourg, à la fois pour l'HTAP et les maladies rares, c'est nous-mêmes, en fait, qui avons pris le taureau par les cornes, entre guillemets, et qui avons contacté la filière pour avoir la formation, parce qu'en fait, on n'avait eu aucune formation particulière par l'hôpital, à part l'information qu'il fallait remplir Bamara. Et on avait créé notre compte, mais on ne savait pas du tout comment le remplir. Et donc, c'est vrai que grâce à Madame Arcelin, on a pu avoir vraiment une formation qui a été très claire et qui nous a permis de débuter en fait dès la semaine suivante le remplissage. Et donc, je suis contente de voir qu'on a déjà rempli plus de 100 dossiers. Voilà. Alors, nous, pareil qu'à Dijon, la connexion entre le DPI et Bamara est en cours de déploiement. Donc, pour l'instant, ce n'est pas fait. Et donc, on remplit directement sur Bamara. On saisit les fiches directement. Après, je trouve que la plateforme est quand même assez bien faite finalement. Et puis effectivement, il y a un effet d'auto-apprentissage, c'est-à-dire que plus on remplit de fiches, et plus on va vite. Hein. C'est comme pour le registre. C'est comme pour notre registre. Plus on en fait, plus ça va vite. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Mais donc, tu remplis les deux. Tu fais double saisie du coup. C'est ce qu'on essaye de faire. Alors après, c'est compliqué. C'est vrai que l'aide de la filière, puisqu'on a reçu du coup 10 000 € pour les deux centres, là, va nous permettre de recruter un arc à mi-temps qui va pouvoir nous aider parce que faire les deux c'est que chez nous, c'est que des médecins qui saisissent à la fois le registre et Bamara et c'est chronophage et c'est compliqué actuellement de faire les deux correctement. On en est bien conscient. Moi, j'avais une question. Oui, allez-y, monsieur Sandra. Peut-être un mot sur cette notion de comment on évite, parce que nous, vous vous doutez bien que pour nous, c'est ce qu'on aimerait vraiment éviter, justement, de se retrouver. Effectivement, on a travaillé avec l'équipe du registre HTAP pour essayer de voir comment éviter cette double saisie. Hein. Elle est extrêmement problématique. Alors, qu'est-ce qu'on a pu réussir à faire? La connexion, effectivement, DPI Bamara, j'entendais le docteur Vémou tout à l'heure dire que ça a pris effectivement du temps, ça a pris plus de temps que ce qui était escompté. Clairement, ça a été compliqué. Hein, ça a mobilisé des équipes dans les DSI de différents hôpitaux et c'était un travail finalement assez douloureux et assez complexe. Pour autant, maintenant, c'est en place. Alors, tout à l'heure, vous disiez finalement, est-ce que ça fait gagner de temps que ça? Là où ça fait quand même vraiment gagner du temps, c'est que malgré tout, Bamara, il faut se connecter sur Internet, aller s'authentifier dans le DP. Et puis ensuite, même une fois que je suis authentifié, il faut dire, je veux créer mon patient, voici son nom, son prénom, le numéro de sécurité sociale, je le mets pas, le truc, bon. Et alors, à la fin, tout ça, au moins, c'est complètement fait dans le DPI. Vous êtes déjà dans votre logiciel qui est ouvert. Le patient, il est déjà, ses données administratives ont déjà été saisies à l'accueil de l'hôpital. Pas besoin de revenir dessus. Ça fait quand même gagner au moins quelques clics, je dirais, voilà, pour pouvoir se concentrer plus. Et elles ont été vérifiées. Et elles ont été vérifiées. Et il y aura un protocole d'identité-vigilance qui s'applique aux admissions, etc. Donc, il y a effectivement il y a quand même ce gain-là. Même si j'entends bien que il peut y avoir aussi des histoires d'interface où on est plus à l'aise sur Bamara que sur autre chose. Là, les DPI sont tous différents, hein, que ce soit Colemara, Sillage, Orbis, Crossway. À chaque fois, ça se présente un peu différemment. C'est plus ou moins convivial. En tout cas, dans toutes les DSI concernées, il y a un travail d'amélioration continue. Hein. Donc, là où c'est pas convivial, sachez-le, ça se sait et il y a une tentative de l'améliorer progressivement. Ensuite, par rapport à comment s'interopérabiliser avec d'autres acteurs, c'est vrai, avec les registres,
il y a des complexités à chaque fois, on les a vues sur le plan réglementaire, s'assurer que le patient est bien informé que ces données vont dans les 2 cases. Sur le plan légal, il faut signer des contrats. Nous, par exemple, pour déployer Bamara, il y a des conventions entre l'APHP, qui est en quelque sorte l'éditeur du logiciel, et tous les CHU concernés. On est à 100 conventions aujourd'hui. Il y a également une autre convention sur la BNDMR, parce que c'est très cadré, si vous voulez, pour être conforme au RGPD. On peut pas faire. Donc tout ça, en fait, est assez lourd à chaque fois. Alors par contre, sur les registres d'ERN, je ne sais pas vous, par rapport au registre de votre ERN en particulier, ce qui devrait être proposé, en tout cas, c'est ce sur quoi on travaille déjà avec plusieurs registres de ERN, c'est un petit module d'export de nos données qui vous permettra en juste quelques clics, si vous avez déjà 200 patients dans Bamara, en cliquant sur Bamara, de pouvoir très facilement l'exporter et que ce soit intégré avec une traduction automatique en anglais dans le registre ERN, pour permettre, puisque encore une fois, dans le registre de ERN, il y a le Common Data Element, et ce Common Data Element, c'est une sous-partie du set de données minimum français, donc en fait, il n'y a pas de... Voilà, encore faut-il que vous ayez le souhait d'exporter comme ça tous vos patients, mais si c'est votre souhait, c'est quelque chose qui sera possible. Et dernière brique d'interopérabilité, c'est par rapport au plan France Médecine Génomique, 2 laboratoires de biologie moléculaire, où a été acté, suivait ce matin le comité de pilotage des filières de santé maladies rares, que donc on va connecter Bamara avec les outils d'e-prescription de Sequoia et d'Oragen, de sorte que de la même manière, quand vous avez votre set de données minimum de saisie, vous n'avez plus qu'à lancer, que vous avez renseigné le compte-rendu de RCP, vous n'avez plus qu'à lancer la prescription, en un clic, la prescription apparaît déjà toute faite sur les outils d'e-prescription concernés. Et réciproquement, quand il y a une interaction avec le biologiste sur l'outil d'e-prescription, les données remontent dans Bamara. Donc, au moins, ces doubles saisies-là, on va pouvoir les éviter. Il va y avoir un petit délai, mais on va pouvoir les éviter. Ça, on a vraiment une stratégie là-dessus. On n'arrivera pas, par contre, à faire des miracles ensuite systématiquement. Et concernant les requêtes et la procédure de requête dans la BNDMR, est-ce que donc j'ai vu que vous en aviez déjà eu un certain nombre. Quel est le délai moyen entre la mise en place du projet et la réponse de la BNDMR? Alors, ça dépend totalement du type de la demande. Un exemple, vous souhaitez savoir combien de patients ont tel code orphanet et ou tel signe HPO et ou tel âge. Là, c'est dans la journée ou sous 1-2 jours. Enfin, là, c'est très rapide, c'est très simple. Vous souhaitez faire une étude épidémiologique un peu plus poussée ou faire une étude de qualité un peu plus poussée. Là, on convient avec vous. On a besoin de toute façon de votre expertise, parce que moi, dans mon équipe, c'est la limite de la BNDMR. Il y a plus de 6000 maladies rares, donc bien sûr, on n'est pas du tout nous, les experts de chacune de ces maladies. Donc voilà. Ensuite, il y a carrément une autre étape qui peut être, vous souhaitez vraiment faire une étude épidémiologique transverse. On vient d'en finir une, elle est dans la dernière étape de revue avec la filière Andirare, puisque Andirare était une des filières qui a fait depuis longtemps, donc ils avaient une grande masse de données. Donc on savait qu'ils avaient dans beaucoup de pathologies des séries très, très, très longues, très nombreuses, que sur le set de données minimum, mais tout de même, c'était très intéressant pour eux. Donc là, ça prend le temps, si vous voulez, il faut qu'il y ait 2 médecins de votre filière qui choisissent de s'investir dans le projet, et nous, avec notre équipe de data scientists, on vous envoie les graphiques que vous souhaitez, vous réagissez, comme dans n'importe quel projet de données, où vous dites, ce graphique, moi je suis désolé, mais il y a un truc bizarre, on vous revient, etc. Et puis, voilà. Ensuite, donc, chacun d'entre nous a accès à l'ensemble des données de la BNDMR. Comment ça se passe? Oui. Alors, les accès, ensuite, se font, il y a ce qu'on appelle des fast tracks. En tout cas, on essaie d'aller, on a des fast tracks. Alors, les fast tracks, c'est, je suis une association membre de filière, j'ai le droit de demander un recensement des patients dans la BNDMR. Ça passe même pas devant notre comité scientifique. Notre comité scientifique souhaite savoir régulièrement combien de traitements il y a eu. Par contre, on m'envoie les données directes. Je suis l'animateur de la filière. Je travaille avec les chargés de mission, les chargés de projet de la filière. Je souhaite travailler des données sur la filière. J'ai un accès là aussi facilité. Je suis médecin de la filière. Il y a un formulaire à remplir qui se veut le plus simple et assez rapide à remplir, accompagné d'une information de l'animateur de la filière. Donc, il y aura toujours une information de l'animateur de la filière. Il n'y a pas besoin d'attendre que l'animateur donne son go, pour pas surcharger de procédures, je dirais. Par contre, il y a vraiment un souhait qui est une information systématique. Et ensuite, à partir de là, le comité scientifique tranche selon les souhaits de l'étude.
Et ensuite, une autre étape, et qui je le dis parce que je pense que ça peut être là aussi une source de financement, et on l'a dit, c'est important quand même pour notamment les centres de compétences, c'est je suis un laboratoire, je vais lancer un traitement sur une maladie, je veux, donc dans 2 ans, je vais soumettre un dossier aux autorités pour mon médicament. Je souhaite du coup faire une étude du fardeau de la maladie vraiment très complète sur cette maladie. Je suis prêt à payer 200-300 000 euros pour faire une telle étude. Et ça, c'est 200-300 000 euros qui sera vraiment pour vous. Donc là, évidemment, les délais sont plus longs. Il y a une contractualisation, il y a un certain nombre d'étapes. Mais n'hésitez pas à lancer ces projets-là. Et de la même manière, si des laboratoires nous sollicitent sur des maladies de votre filière, la première étape est de vous solliciter. On passe toujours par l'animateur de la filière pour vous solliciter sur votre souhait ou non de vous impliquer dans que le projet se fasse tout simplement. Très bien, merci beaucoup. Je crois qu'on va être obligé de conclure cette journée. On va repasser la parole au professeur Marc Imbert pour clore. Donc, merci à vous 5, vous 6. Vous avez fait vraiment un super travail. Vous avez transformé un problème en discussion agréable. Donc, bravo Arnaud et bravo à Nadia, Olivier, Lidwine, Marianne et Philippe. Je pense que vous avez vraiment donné un tour assez sympathique à cette charge qui peut être très utile et Arnaud nous l'a démontré.